MICI 6, version non corrigée. Chapitre 1. Pris dans le filet. Le néant, l'abîme, la souffrance. Il faisait sombre, très sombre. Un effort. Taroki se réveilla. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il flottait dans l'air, debout, juste à côté de son corps, mort et gisant au sol. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il regarda autour de lui et vit des êtres qui ressemblaient à sa victime bleue. Ces êtres humanoïdes violets avaient dans leur dos d'étranges ailes. Elles étaient inhabituelles, mais néanmoins très esthétiques. À leur vue, l'adolescent les perçut comme un peuple loyal et ouvert. Mais tous avaient leurs yeux qui convergeaient vers son corps allongé, comme un mort. Taruki était au centre de leur attention. Ils les entendirent parler de lui. « Nous allons faire quoi de lui ?» demanda à un Interi. Ryu s'avança. « Nous allons analyser ce corps et extraire toutes les informations relatives à la mort de notre maître. »« Pauvre débile, je suis toujours en vie !» hurla Taruki, fier d'avoir échappé à la mort. « Je suis invincible !» Mais personne ne l'entendit. Taruki porta une charge sur Ryu, mais il le traversa. Mais qu'est-ce que... Une lumière blanche l'enroba subitement. Elle couvra lentement le paysage, avant de le plonger dans une luminosité totale. L'adolescent regarda autour de lui pour comprendre ce qu'il était en train de se passer. Pour réponse, il vit un être céleste absolument magnifique. Il s'agissait d'un être mythologique, gigantesque, qui tirait du chat. Son visage animal reflétait une douceur et une affectivité qu'il n'avait jamais vues auparavant. « Mon petit, ton heure n'est pas encore venue, » commença-t-il avec une voix très transparente, pure et infiniment douce. « Vous êtes beau, » bégaya Taruki émerveillé. « C'est gentil. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors écoute-moi. Tu t'apprêtes à vivre des événements qui te remettront totalement en question. Tu vas devoir marcher sur le chemin du changement. Sois donc prêt. »« Ah non, tu ne vas pas t'y mettre. L'autre zigoto bleu me l'a déjà fait. Tu n'as aucun remords pour ton acte le concernant? Tu n'as pas à avoir peur de me dire la vérité. Je ne vais pas te manger, fit l'animal en lui souriant. Non, je ne regrette pas. Tu vas être réintégré dans ton corps, mon petit chaton. Rappelle-toi, la souffrance utile est celle qui transforme. Une pression brutale projeta son corps éthérique dans son véritable corps. Cela se fit instantanément. L'obscurité emplit de nouveau les lieux. Taruki reprit conscience, comme alimenté par une énergie qui jaillissait en lui. Mais il n'ouvrit pas les paupières tout de suite. Il se concentra pour ressentir cette délicieuse énergie qui semblait rayonner dans tout son corps. Elle semblait en ébullition. Il ouvrit les yeux, regarda ses mains, comme étonné qu'il soit toujours en vie. Tous poussèrent un cri d'étonnement en le voyant se relever. « Capturez-le » ordonna Jurai. « Vivant » ajouta Félion. Les habitants se reculèrent et laissèrent place à une armée d'une 50aine d'hommes. Taruki sortit à nouveau son fouet et l'abattit sur l'armée. Tous reculèrent avant même qu'ils ne puissent porter le coup. L'adolescent remarqua qu'il n'avait affaire à une armée d'élite, puisqu'elle était suréquipée. À cause de ses blessures dues à cette lance, il savait qu'il allait se faire prendre. Une seule idée alors lui occupait l'esprit. Il porta tout de même son coup pour voir leur valeur. Les hommes déployèrent un mur. Ce mur était fait d'une lumière jaune qui dessinait d'étranges motifs. Les lames entrèrent en contact avec ce mur. En voyant cela, l'adolescent crut que ce bouclier ne faisait que les protéger. Mais son arme fut neutralisée. De l'électricité partit de cet étrange mur et pénétra chaque lame. Puis le courant remonta dans les multiples filins pour aller jusqu'aux manches. Enfin, Taruki prit le courjus. L'électricité parcourut tout son corps et le fit chuter à genoux. Son arme disparut. La victime se sentit totalement engourdie. Mais il vit plusieurs hommes se jeter sur lui. Leurs regards affichaient de la colère et une grande détermination d'arrêter ce criminel. Taruki s'esquiva et matérialisa son bâton spirale.
Mais cette matérialisation lui fit cracher beaucoup de sang. Il avait atteint sa limite, et il était trop blessé pour combattre réellement. Ne pouvant utiliser la capacité de l'arme en totalité, il se contenta de creuser un trou pour s'enfuir. Les hommes se déployèrent et des ordres furent donnés. Ne le laissez surtout pas s'échapper. Employez la force nécessaire, mais neutralisez-le. Je le veux vivant, ordonna Félian avec un grand sang-froid. L'adolescent émergea dans une pièce inconnue. Elle était très vaste. Il fut impressionné du design esthétique de l'endroit. La pièce était toute blanche, avec un petit mélange de bleu. Tous les objets qu'il vit étaient futuristes. Il vit d'étranges escaliers qui n'avaient rien à voir avec les escaliers de la Terre. Il vit plusieurs couloirs et certaines portes qui avaient un aspect étrange. Elles étaient en forme de spirale. Puis, par instant, l'adolescent regarda en haut. Il vit une boule lumineuse blanche qui flottait dans les airs. C'était leur source de lumière. Dis donc, on aurait dit que je suis dans le futur. Je n'ai jamais vu ça. C'est complètement différent de Solumina. Un léger bruit se fit entendre derrière lui. Il se retourna avec une position de mise en garde, prêt à attaquer. Mais l'adolescent chuta à terre sans explication. Il n'arrivait plus du tout à bouger, ni même à effectuer le moindre mouvement, comme s'il était victime d'une paralysie totale. Il ne parvenait même pas à bouger la tête pour comprendre ce qui lui était arrivé. Plusieurs pas s'approchèrent de lui. Mais que venait-il de se produire? S'était-elle fit prendre? Qu'allait-il lui arriver? Deux gardes s'approchèrent de lui et le saisirent par le bras pour le relever. Ces gardes étaient entourés de plusieurs autres militaires. Un homme s'empressa de lui placer un médaillon autour de son cou. Une lumière l'enroba et le pendentif se fixa à même son torse en faisant fondre une zone de ses vêtements. À la suite de cela, un autre homme se mit en face de lui en tenant un vêtement. Il était blanc, avec des rayures bleues. Ce vêtement se fixa sur lui, faisant disparaître de manière instantanée ce qui le revêtait. Il était maintenant habillé d'une drôle de costume. Cela lui évoqua une tenue de prisonnier. Puis cet homme lui mit à ses deux poignets un bracelet métallique doré fin. Il répéta la même action pour ses chevilles. « Mais qu'est-ce que vous me faites » demanda Taruki. Mais il ne reçut aucune réponse. Il fut brutalement déplacé jusqu'à la sortie du bâtiment. Il se retrouva dehors. L'adolescent paniqua à l'intérieur de lui-même, se demandant ce qui allait lui arriver. Alors, l'ange avait réellement raison. Il avait été capturé à cause de son exploit. Quel lâche! L'adolescent fut amené devant Félian. D'étranges individus se tenaient à leur côté. Il s'agissait des membres du conseil, Sérénade, Elima, Juraï et Ryu. « Quel est ton nom » demanda Félian. « Je sais plus » répondit Taruki, qui n'était pas si inquiet de sa position. « Tu n'es pas vraiment en mesure de faire l'idiot. Tu viens de recevoir le statut de prisonnier, donc n'espère pas t'enfuir aussi facilement. » L'adolescent essaya de matérialiser une arme de son ki en mettant la main sur son cœur, mais il ne se passa rien. « C'est inutile, remarqua Rei, l'homme qui lui avait mis le médaillon. Tant que tu porteras cette médaille sur ton torse, tu ne pourras plus avoir accès à ton énergie pour matérialiser des armes. Grrr, vous n'êtes pas gentil. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, remarqua Aria, une fille qui faisait partie du groupe de l'armée. Vous me voulez quoi? Gronna Taruki. Pour l'instant, t'interroger, répondit Félian humblement. Comptez pas sur moi, râla l'adolescent, fermement décidé à leur résister. Il a vraiment l'air arrogant, non? Remarqua Elima. Ah oui, ça m'en a tout l'air, répondit Ryu. Puisque notre ami ne veut pas parler, on va lui extraire ces informations avec le Veritor. Mais je te préviens, jeune homme, cela va te faire souffrir. Préfères-tu parler avec ou sans souffrance? Vous êtes aussi taré que l'autre zinzin bleu, rétorqua l'adolescent, sans se départir de son insolence. Un peu de politesse lorsque tu parles du maître, s'emporta Ryu. Tiens, insensible, je parle de lui comme je veux. Il n'est même plus de ce monde, alors il ne faut pas te mettre dans cet état. Ryu mit la main sur sa tête, comme pour soutenir un mot de crâne important. Sa réflexion le perturba et le rappela l'inévitable perte qu'il avait subie. Sérénade mit la main sur sa tête dans le but de l'apaiser.
Il faut aller de l'avant. C'est très dur à supporter, et nous avons maintenant attrapé le coupable. Nous allons en savoir plus, alors ressaisis-toi. Et puis Félion est encore là. Ce n'est pas comme si c'était la fin. Oui, tu as raison, mais cette perte va nous affecter pendant longtemps. On s'est beaucoup trop attaché à lui, se plaignit Ryu. Un peu de tenue, exigea Félion. Apprenez à gérer vos émotions, Ryu. Félion, tu es le bras droit de ce zinzin bleu? Oui, en effet, mais ne perdons pas de temps avec cet être abominable et irrespectueux. Amenez-le devant le Veritor. Ce Félion n'était visiblement pas aussi patient que ce Koubia. Ou peut-être était-il moins tendre. Ah, attends, que dirais-tu d'un duel? Si je te bats, tu me rends la liberté, essaya Taruki, qui commençait à réaliser qu'il était peut-être en plus mauvaise posture qu'il le pensait. Désolé, mais je ne suis pas le maître Koubia. Tu n'auras le droit à aucun traitement de faveur de ma part. Emmenez-le. Les gardes s'exécutèrent sans tarder. Mais, seigneur Félion, remarqua Elima, vous ne lui avez pas repris l'arme sacrée. Il l'a cachée, mais avec le Veritor, nous saurons où est son emplacement. Que comptez-vous faire de lui? Demanda Ryu intéressé. Mais tout le monde décidera de son sort à venir, s'étonna Félion. Nous vous parlons sur l'immédiat, rectifia Ryu. Nous ne pouvons pas vraiment nous concentrer sur lui. Nous avons de plus sérieux problèmes et il nous faudra toutes les mains disponibles pour les résoudre. Vous comptez simplement le faire enfermer? Demanda Juraï étonné. Oui, nous déciderons de son sort lorsque la situation se sera stabilisée. Ah oui, vous faites référence au problème de la barrière et des créatures. Si ce n'était que ça, remarqua Félion pensif. Que voulez-vous dire? Demanda Sérénade. Je n'aurais vraiment pas voulu vous en parler. C'est une information que j'ai très récemment apprise. Cette information était tellement effrayante que sur le coup, je n'en ai voulu parler à personne, surtout pas au roi. Mais il a rapidement remarqué que j'avais un comportement anormal. Il a donc lu dans mes pensées, et il l'a appris. Et en réaction, il m'avait répondu, ne t'inquiète pas. Même si je venais à disparaître pour une quelconque motif, j'ai une confiance en votre force d'esprit. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez déjà survécu à plusieurs désastres. Rappelle-toi. Qu'est-ce que c'est? Demanda Ryu qui brûlait déjà d'impatience. Le visage de Félion était plongé dans l'inquiétude. En fait, j'ai recueilli cette information dans le livre des légendes de Kinéa. Ce passage m'a tellement surpris que sur le moment j'étais incrédule. Voilà ce qu'il disait. Si un jour, Kinéa trouve un roi suprême, digne de confiance et fort d'esprit, alors ce roi sera un roi soleil. Il éclairera Kinéa et le mènera à sa libération par ses actes héroïques. Il amènera son peuple sur la voie de l'amélioration et de la lumière. Ce sera un être puissant, brave, qui saura tenir son rôle sans s'affaiblir. Où est le problème? Demanda Sérénade. J'y viens. Si ce roi soleil venait à disparaître, les conséquences seraient beaucoup plus importantes que si un quelconque roi suprême mourrait. L'agressivité des créatures serait décuplée par 6, les lieux deviendront tous très dangereux, menacés par d'étranges catastrophes naturelles, et les villes, placées sous la protection du roi soleil, disparaîtront rapidement. Ces phénomènes se produiront, car l'île exprimera sa profonde tristesse, comme si elle avait perdu une grande partie d'elle-même. Tous furent stupéfaits par cette information. Mais ce n'est qu'une légende, non? Demanda Ryu. Certes, mais les légendes ont leur part de vérité, rappela Félion. Il est vrai que nous devons nous concentrer sur cela plutôt que de s'occuper du gamin, constata Ryu pensif. Tu as une mémoire terrible, constata Elima espiègle. Tous regardèrent Félion, qui affichait un silence inhabituel. Il semblait très pensif. Félion, insista Ryu, qui lui a mis sa main devant ses yeux pour le faire réagir. Celui-ci ne bougea pas, puis il s'en alla brusquement. Hé, Félion, je peux comprendre que tu sois inquiet, mais ne nous laisse pas ici. Tous les membres du conseil, hormis lui,
le suivèrent en emboîtant le pas. « Attendez-moi » paniqua Ryu. Félian se dirigea à grands pas vers la bibliothèque. « Mais qu'est-ce qui t'arrive » demanda Ryu, qui courait presque pour maintenir la vitesse. Il y avait aussi un passage concernant la cause de la mort du roi Soleil, remarqua ce dernier alerte. « Vraiment » s'enquit Sérénade. Le chef chercha dans les rayons et prit le livre. Il consulta le sommaire et ouvrit la bonne page. Il tomba sur le passage qui l'intéressait. Voilà. Si la cause de la mort du roi Soleil est provoquée par un être humanoïde, ce dernier sera atteint par une malédiction de l'île. Le même cas s'applique pour un démon, un monstre, une machine ou autre. Si par hasard, elle se retrouvait avec l'arme sacrée, l'héritage du roi Soleil en sa possession, alors les catastrophes mentionnées plus haut en seront très atténuées. En effet, cela constituera de la part du roi un sacrifice, à condition que ce dernier y consente. Mais l'humanoïde, responsable, succombera fatalement. Sa mort ne sera pas habituelle, car les événements se mêleront naturellement à cette mort. Mais alors, notre maître a dû mettre cet héritage royal en jeu lors du duel. Il savait qu'il allait échouer ? Demanda Sérénade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a tenu plus de 150 ans en combattant des créatures féroces. Il a frôlé la mort plus d'1 millier de fois. Et il s'est démené pour rester en vie. Le fait qu'il se fasse tuer par un gamin aussi immature n'est pas normal. Le connaissant, il ne se serait jamais fait avoir, remarqua Ryu. Et si il l'avait fait exprès, remarqua Sérénade. Qu'est-ce que tu veux dire sans kiffer lent? Notre maître ne nous a pas parlé d'un gamin qui viendrait sur cette île. Il ne nous a pas dit, non plus, ce qu'il comptait faire de lui, et encore moins ce qu'il allait livrer un duel. Mais faire des cachotteries, ce n'est pas vraiment son genre. Au contraire, il est très transparent avec nous. Il sait très bien que le mensonge ne mène à rien, sinon à un manque de cohésion, remarqua Ryu. S'il ne nous en a pas parlé, c'est qu'il s'agit d'un événement sans précédent, qu'il doit affronter tout seul, lança Jouraï. Je ne vois pas en quoi un gamin arrogant est un événement sans précédent, remarqua Ryu. Je suis un peu d'accord avec lui, confia Sérénade. Je ne sais pas. Pour en savoir plus, il faudrait interroger ce garçon par la force, si c'est nécessaire, conclut Félian. Que t'arrive-t-il, Sérénade demanda Elima. Eh bien, les Séréias se comportent étrangement depuis quelque temps. La dernière fois que je suis allé les voir avec le seigneur Koubia, ils avaient l'air plus distants que d'habitude, comme si elles voulaient me cacher quelque chose. En quel honneur aviez-vous été là-bas? Demanda Jouraï, étonné de cette information nouvelle. C'est vrai que nous n'en avons pas entendu parler, constata Ryu. Eh bien, fit-elle en rougissant, en fait, le seigneur Koubia avait été convoqué. Convoqué? Mais lorsqu'il le convoque, c'est pour parler de quelque chose qui a un énorme impact dans le futur. Je sais, mais je n'ai pas eu le droit d'insister à leur conversation. Notre roi parlait à la reine des Séréias. La reine? S'exclama Ryu. Notre roi a le droit de voir la reine, mais c'est interdit. Le seul moment où les intrigues peuvent la voir, c'est lorsque nous devons trouver un autre chef suprême. Mais pourquoi ne nous a-t-il rien dit? Demanda Félian calmement. Parce que le maître m'a interdit de vous le dire. Vive la confiance, répliqua Ryu blessé. Mais il devait y avoir une raison, remarqua Elima. Même si c'est le cas, on ne saura rien, puisqu'il nous est interdit de voir la reine, conclut Jouraï. On tourne en rond, râla Ryu. Où en est le niveau d'agressivité des créatures? Demanda Félian. 100 de créatures entourent la barrière. Nous ne pouvons plus sortir. Taruki fut amené dans une étrange salle. Attendez, s'exclama Ryu. Il n'y avait pas d'Urgog sur le lieu du duel? Mais c'est vrai, nous n'avons pas vérifié.
Arya. Vous êtes très drôle. Nous avons déjà vérifié. Il n'en avait aucun, remarqua Horda, un autre membre de l'armée. Ce n'est pas le style du maître, pourtant, rétorqua Ryu. Taruki profita de ce moment pour prendre la poudre d'escampette, mais il fut solidement retenu. N'essaie pas de t'enfuir, rouspéta Pirpin, un intrigue très musclé. Tu n'es pas beau, rétorqua Taruki. Il vient de quelle planète, au fait demanda Arya. De la Terre, remarqua Ryu. Ils doivent être tous gravement atteints, conclua Arya. Ce n'est pas pour rien qu'elle a le surnom de la planète des fous. Cette planète regorge de la pire humanité qu'il soit, expliqua Horda avec une certaine arrogance. Fier de l'être, remarqua Taruki. Puis-je le faire taire demanda Pirpin. Ça ne sera pas nécessaire, répondit Arya. On va l'insérer dans le Veritor. Il va vraiment souffrir, remarqua Rey en rigolant. C'est vraiment le dernier de nos soucis. Il n'avait pas à avoir une âme aussi noire. Cela lui aurait évité des douleurs, reprit Arya, qui installa Taruki dans la machine. Eh, m'y arrêtez, râla ce dernier. La machine se mit en marche et fit entrer l'adolescent dans une capsule. Le système de sécurité s'activa. Il ne pouvait plus s'échapper. Allez, il faut maintenant rassembler tout le monde dans la grande salle, proclama Rey. Mais ça ne va pas, on ne veut pas montrer comment notre chef est mort à tous les habitants d'Eldar, rouspéta Arya. On ne peut pas leur cacher la vérité, répliqua Rey excédé. Je refuse. Appelle juste le chef et le conseil. Ils prendront la décision par eux-mêmes. Ce n'est pas à nous de le faire. Entendu. Asquiessa Rey. Pirpin alla les chercher. Il revint escorté de 5 membres. Tout est en place demanda Félian avec compréhensivité. C'est fait. La machine est réglée, informa Rey. Vous pouvez y aller, ordonna Félian. Taruki, à l'intérieur, se demanda ce qui allait se passer. La machine s'enclocha dans un bruit très léger. La capsule s'illumina. Taruki fut pris d'un sommeil brutal et s'endormit. Le système holographique s'enclencha alors. Un large écran se forma au-dessus de la capsule, une sorte de couronne fut déposée sur la tête de la victime. Cette couronne était reliée par des fils éthériques qui donnaient l'impression de plusieurs plumes lumineuses. La couronne s'alluma. Taruki se réveilla. Il était dans un décor vide. Mais il fut soudainement pris d'une vive douleur, comme si on lui absorbait ses souvenirs avec un vent très puissant. Il vit une grande masse globuleuse remonter vers lui et en fut percuté. Il hurla de douleur. Son cri perça le décor du néant blanc. Seul le hurlement continu décorait le paysage. Des images s'affichèrent sur l'écran holographique. Ils s'installèrent sur des chaises flottantes et regardèrent comme s'ils visionnaient un film passionnant. Au fil de la projection, leurs visages se teintèrent d'inquiétude. Puis, lorsque le film se termina, tous furent très gravement choqués. Tous leurs visages en étaient profondément marqués. Ce vil être s'était amusé avec leur chef d'une manière qui ne pouvait pas être concevable. Il adorait voir dans quel état était leur maître avant de le lancer sans état d'âme dans le précipice. On aurait dit que le seigneur Kubia n'arrivait pas à se battre normalement. Jamais il ne se serait fait avoir par des techniques aussi maladroites. Ce Taruki n'était pas un niveau de combat très élevé. Il était vrai que l'on pouvait apercevoir du talent dans sa manière de combattre, mais son arrogance crasse ternissait entièrement le tableau. Jamais le seigneur Kubia se serait fait battre par un tel microbe. Cela ne pouvait pas être vrai. Il y avait quelque chose d'anormal. Même s'il était diminué par un tel exploit d'absorption de capacité, leur maître ne pouvait pas ainsi périr. Il y a vraiment un problème, constata Arya. Pourquoi le maître aurait fait ce genre d'exploit avant le combat? L'énergie déployée en valait sans doute vraiment le coup, affirma Rey. Mais pourquoi n'a-t-il pas récupéré? Jusqu'à maintenant,
Notre maître n'est pas très doué en ce qui concerne la guérison. Il est même étonnamment maladroit dans ce domaine, remarqua Pirpin réservé. Pourtant, il s'est guéri en plein combat, avança Arya. Enfin, le problème, c'est que la barrière de délimitation ne lui permettait pas d'utiliser l'arbre blanc et les plaques qui ne se déverrouillent que sur conditions spéciales. Fichue barrière, qui les met en place, râla Pirpin. À tous les coups, c'est l'île, se plaignit Arya. Étrange de la part de notre maître qu'il a mal prévu les événements. Il vieillit, le poids de toutes ces années de travail doit s'en faire ressentir dans son mental déjà un peu détraqué, ria Arya. C'est pas très gentil ce que tu dis, houspia Rey. Il est un peu sadique et tordu, il faut l'admettre. Ça a dû contribuer au dérèglement de son cerveau. Arya, sois sérieuse, ça n'a rien de drôle, rouspéta Pirpin. Quoi? J'essaie de trouver des explications. Personnellement, je t'ai vu en trouver de meilleures, remarqua Rey moqueur. J'essaie juste de détendre l'atmosphère. Il est vraiment pas gentil avec les mesures qu'il prône pour les prisonniers. Où est le rapport? Demanda Rey surpris. Le sadisme et la cruauté n'arrangent rien. Il a peut-être eu un destin karmique. Tu passes d'un problème global à un problème politique, râla Pirpin, en hochant la tête négativement. Bon, on arrête la plaisanterie, provoqua Rey. Si tu étais contre ces mesures, pourquoi n'as-tu jamais rien dit, Arya? Demanda Pirpin. On peut passer à autre chose? S'exclama-t-elle enjouée. Tu as peur de lui, rigola Rey. Mais pas du tout, s'exclama-t-elle prise au dépourvu. Non, elle est amoureuse, trancha Pirpin pour rire. N'importe quoi. Félian sortit dehors, trop atteint par ce qu'il venait de voir. L'adolescent s'était évanoui à cause de l'énergie que lui prenait cette machine pour faire rejaillir ses souvenirs. Félian s'était mis sa tête dans ses mains, atterré par un tel spectacle anormal. Des larmes de douleur apparurent sur ses joues. Lui, qui n'exprimait jamais sa peine, il avait fini par craquer. On venait de lui retirer, non, de leur retirer, un joyau suprême, un trésor sans nom. Ce petit insecte périrait pour cela. Il ressentit soudainement qu'on le secouait. Félian baissa sa tête. Il vit le petit Essari avec son tuteur. « Messire Félian, vous allez bien ?» demanda le petit avec une mine inquiète. « Oui, c'est très gentil. Où sont tes camarades ?» Ils ont été rameutés dans la salle principale. Il y a beaucoup d'adultes qui essaient de les réconforter. Et toi, que viens-tu faire ici avec ton tuteur? Il m'a promis que je pourrais me venger sur le coupable. Félian regarda Kilian avec un air de reproche. Quelle idée de lui faire une promesse pareille, râla ce dernier. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Il voulait se suicider, murmura Kilian. Pardon, c'est une plaisanterie. Il voulait vraiment faire ça? Mais messire, c'est de Essari que nous parlons. Vous savez bien qu'il est le chouchou particulier du maître. Ah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que notre maître lui trouve de spécial? Messire Félian, rouspéta Kilian un peu de respect. Je sais bien que vous n'approuvez pas tous ces actes, mais s'il vous plaît, soyez respectueux envers notre maître. Je suis désolé, s'amenda Félian. Kilian, est-ce que vous allez tenir votre promesse? Demanda Essari timidement. Messire, vous pourriez le faire combattre contre ce Tarouki, non? Si les choses venaient à tourner mal, on le paralyserait. Sinon, les menottes aimantées et les vêtements l'immobiliseront. N'oubliez pas aussi qu'il porte le médaillon. Il n'y a aucun risque. Pourquoi faire cela? Essari n'est plus un enfant, il s'en passera. Messire, rouspéta Kilian, cela ne vous en serait pas profitable pour évaluer sa force en temps réel? C'est trop dangereux. S'il sort ce fouet, Essari mourra à coup sûr, protesta Félian. Eh bien, quand il le sortira, nous le paralyserons. C'est hors de question, s'exclama Félian.
Je ne suis pas aussi tendre que le maître. Je ne veux pas mettre personne en danger. Comprends-moi. Écoutez, vous avez dû remarquer qu'à chaque fois que le maître quittait la ville, il s'inquiétait tellement qu'il ne voulait plus rien faire avant son retour. Quoi que nous fassions, il restait bloqué, il hurlait, il pleurait. Il essayait souvent de s'enfuir pour le rejoindre. En constatant cela, le maître Koubia l'a chargé des tâches spécifiques pendant ses autres absences. En même temps, il l'a fait travailler sur sa peur. Kilian continua avec une forte volonté de plaider pour son petit enfant, qui était sous sa responsabilité. Essari a fait de grands efforts pour calmer cette inquiétude mortelle. Il s'est toujours surmené pour le servir, et il est allé au-delà de ce que les enfants ordinaires pouvaient faire. Le maître était vraiment tout pour lui. À l'inverse des autres enfants, son tuteur, moi en l'occurrence, n'était pas suffisant pour lui. Il voulait vraiment servir le maître, comme s'il était tombé fou amoureux de lui. Le seigneur Koubia est sa vie. Alors, pouvez-vous aider ce petit enfant à se libérer de sa peine? Félion soupira. Il regarda le petit en question et s'adressa à lui. Essari, qu'est-ce que cela va te changer si tu te venges? Cela me fera du bien, mais il est vrai que je ne sais vraiment pas comment guérir de cette peine, admit-il timidement. Ne t'inquiète pas pour cela, Essari. Je serai à tes côtés pour se soutenir. Je serai ta canne en attendant que tu t'en remettes. Si tu veux, on pourra même aller dans ton temple préféré, annonça son tuteur pour le consoler. C'est vrai? Félian regarda Kilian d'un air de reproche. Messire, chuchota-t-il, c'est juste pour le calmer temporairement. Il a besoin d'être un minimum rassuré. Entendu, soupira-t-il. Alors, messire, puis-je me venger? Demanda Essari gonflé d'espoir. C'est entendu, l'autorisa-t-il. Youpi! Hurla Essari de joie en sautant sur son tuteur. Merci, Kilian, de m'avoir aidé. Tu es vraiment trop gentil. Par contre, je pose une condition pour cela. Essari, je veux que tu transmutes cette vengeance qui n'a vraiment rien à t'apporter. Pour cela, offre cette souffrance à l'esprit de Kinéa et ouvre-toi. Tu ne parviendras à rien avec un esprit vengeur, sauf te blesser toi-même. Entendu, maître. Tu émettras du bon cœur pour travailler ça, murmura Kilian. Je ferai de mon mieux, rétorqua-t-il avec un manque de confiance qui se sentait bien dans ses paroles. Mais je n'ai jamais dit que cela se ferait en une journée, ajouta-t-il en souriant. Et Sari l'embrassa plus fortement. Dis, je trouve que messire Félian n'a pas du tout la carrure du maître Koubia. Je le verrais mal le succéder. J'ai tout entendu, hurla Félian en colère. Ne t'inquiète pas, ce ne sont pas les intrigues qui décident, mais les céréales. Mais je pense que le maître a bien fait de le prendre comme le bras droit. Il est sévère et rigoureux. Un peu trop à mon goût, chuchota Essari. Je t'autorise à combattre et voilà comment tu me remercies, fit-il exaspéré. Je vous remercie, messire, et puis, je n'étais pas sérieux tout à l'heure, avoua-t-il en se rattrapant avec un doux sourire. Il y a tout de même quelque chose que tu as dit qui n'est pas entièrement faux. Je n'ai pas son talent pour les enfants. Je ne suis pas autant aimé que lui, et je ne suis pas aussi patient et aimant que lui en ce qui vous concerne. J'admets que le maître était une perle rare, admit-il humblement. Et Sari sourit en entendant cela. Vous n'êtes pas trop mal non plus, avoua le petit enfant. C'est très gentil de ta part, avoua Félian touché. Frangin, qu'est-ce que tu fais? Demanda une voix féminine. Et Sari se retourna. Ah, Aldéa, s'exclama-t-il en courant vers sa sœur. Il faut que je te raconte quelque chose de chouette. Fort heureusement, le petit Essari a une sœur sur qui il peut compter, constata Kilian. Certes, mais n'oublions pas qu'il a aussi un autre tuteur en dehors de toi, remarqua Félian. C'est vrai, admit Kilian, mais il est indisponible en ce moment
à cause de sa mission dans un village à Kinéa. Et Sari, je t'appellerai lorsque le moment viendra. Tu peux en être sûr, avertit Félian. Le petit garçon explosa de joie et alla embrasser son bienfaiteur. Ce dernier rougit, n'étant pas habitué à cela. Et Sari, allons, rouspéta Félian. Mais le petit Intérigue n'en tint pas compte. On voit tout de suite la différence d'amour qu'il porte au maître Koubia et à messire Félian, murmura Kilian à Aldéa. Je suis bien d'accord avec vous. Je m'excuse de vous déranger. Je désirerais voir le seigneur Félian, s'il vous plaît. C'est urgent. Félian leva la tête pour voir qui était celui qui le demandait. Il fut surpris de voir que son interlocuteur n'était autre que Kia, l'ex-conseillère divine de Koubia. Mes respects, s'éria Kia, je suis Félian. Je suis désolé d'arriver sans prévenir, mais je dois m'entretenir seul à seul avec vous. Venez les enfants, nous devons partir, observa Kilian. Il s'en alla avec les deux petits Intérigues. Je suis venu ici à cause de la situation actuelle. Normalement, il est interdit par nos lois qu'une conseillère d'un maître mort revienne à la ville où il habitait. Mais nous avons décidé de faire une entorse à cette loi, vu la gravité de la situation. Je suis venu vous dire pourquoi votre maître a été projeté dans le précipice de la mort. Attendez, cela a-t-il un rapport avec la conversation que votre reine a tenue à notre roi? C'est exact, je suis ici sous son ordre. Félian resta sur le carreau. La situation devait être plus grave qu'il ne l'avait envisagé. La reine des Séréia était surnommée l'intouchable. Elle ne traitait que des affaires graves et les affaires en rapport avec la hiérarchie spirituelle. Même le seigneur Koubia avait un grade inférieur à elle. Mais c'était par elle que le roi recevait quelques rares directives divines. Je vais être très brève. La reine a expliqué à votre roi que s'il acceptait de tomber dans le précipice de la mort, l'île de Kinéa connaîtra un très grand changement qui l'amènerait même à sa libération définitive. Ce changement pourrait rompre la malédiction et vous ouvrir aux autres mondes. Félian n'arrivait pas à articuler le moindre mot, trop étonné par ce qu'il venait d'entendre. C'est pour cela que le maître est mort. Il s'est sacrifié pour votre avenir. Ma reine m'a dit quelque chose d'étrange avant que je vienne vous voir. Elle a dit, Koubia a fait bien plus que se sacrifier. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais n'espérez surtout pas qu'il revienne à la vie. Notre reine nous a confirmé sa disparition. Même la reine, avoir un diagnostic de sa part était un tel honneur, un tel cadeau. Elle ne se mêlait jamais aux affaires terrestres, et elle ne s'intéressait pas particulièrement au roi. Elle lui transmettait les quelques ordres célestes, mais jamais il s'était créé un lien quelconque. Pour elle, Koubia était un roi comme n'importe lequel. Alors, entendre une confirmation de sa part, qui a ressenti les émotions de Félian. Une intense tristesse le rongea. Une tristesse qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il se sentait éclaté par ces nouvelles si néfastes pour son pauvre cœur. Le temple est ouvert pour la réélection, informa-t-elle en s'inclinant. Attendez, pourquoi s'est-il fait tuer par ce gamin arrogant? Parce que 2 éléments de changement vaut mieux qu'un, lui répondit-il évasivement. Puis elle s'en alla, n'ayant pas le courage de le saluer. La Séréia sentait ses émotions qui étaient si fortes et intenables. Elle-même fut terriblement troublée de sa mort. Les autres rejoignirent Félian,
qu'ils trouvèrent en larmes. Ils furent choqués de le voir dans cet état. Félion n'exprimait jamais sa tristesse devant les autres, comme s'il trouvait ça néfaste. « Que vous arrive-t-il, messire Félion » demanda Rayou. « Je ne peux pas vous en parler tout de suite. Faites le nécessaire pour préparer un nouveau périple dans les plus brefs délais. Que l'armée s'occupe des modalités des barrières et des créatures. Calmez les habitants et faites attention aux catastrophes naturelles. J'ai besoin d'un petit instant pour remettre mon esprit au clair. » Entendu, acquiesça Rayou, nous ferons le nécessaire. Retournez dans vos quartiers, messires, et reposez-vous, je vais vous accompagner. Je vous remercie à tous. Je viendrai vous rejoindre dans une quinzaine de minutes. Entendu, remarqua Jouraï. Sérénade accompagna Félion dans ses quartiers. Messire, vous nous parlerez de ce qui s'est passé pendant notre absence? Oui, je vous dirai tout. En fait, Kia est venue me voir pour me dire ce que la reine avait dit à notre roi. Vraiment? S'interrogea-t-elle. C'est de bonne ou mauvaise augure? C'est de bon augure, mais d'autres questions me viennent à l'esprit. Pouvez-vous me le dire? Notre roi a décidé de périr par le précipice pour amener des changements jamais vus à Kinéa. Des changements qui pourraient nous apporter la liberté que nous voulions depuis des siècles. Sérénade resta sans voix. De plus, Kia a dit de la part de la reine que son sacrifice n'était pas un simple sacrifice. La reine nous a également confirmé sa mort. Sérénade était pâle comme un linge. La reine a fait ça? Oui, il faut vraiment tirer un trait définitif sur lui. Kia m'a expliqué que le temple était ouvert. C'était très courageux de sa part d'être venu malgré son état, constata Sérénade, avec une tristesse qui marqua son visage. Mais pourquoi n'est-elle pas passée par la communication holographique, au lieu de venir ici? Les Séréias ne se font pas attaquer par les créatures. Je pense que c'était pour mieux vous atteindre. Vous êtes le bras droit du maître. Vous devenez à titre temporaire le nouveau chef avant la réélection. Mais pourquoi notre maître a-t-il fait venir ce garçon au cœur ténébreux pour périr de sa main? Cela n'a pas de sens, réfléchit Félion. Peut-être pour accentuer le pouvoir de son sacrifice et pour faire aboutir ses effets plus vite. Périr par la main d'un être immature est la pire humiliation qu'il pourrait subir en comparaison à ses précédentes épreuves. C'est une hypothèse intéressante. Ils entrèrent dans la chambre de Félion, puis ils s'assirent sur un lit flottant très duveteux et fait en plumes. Nous allons ériger une barrière qui fasse le trajet entre notre ville et le temple sacré des Séréias. Pendant ce temps, nous appellerons les plus courageux et les plus volontaires pour faire ce périple, informa Félion. Est-ce que tu vas le faire? Oui, je dois honorer sa mémoire. Vous semblez aller beaucoup mieux. Il ferma les yeux et hocha la tête positivement avant de reprendre. Nous allons concentrer nos efforts sur la réélection et la prévention des catastrophes. Je vais y retourner. Sérénade sourit doucement. Sircan gérait les foules qui ne cessaient de paniquer. Il fut encadré par plusieurs personnes et donna énormément de réconfort en leur parlant de l'esprit de Kinéa et de la source suprême. Il allait et venait de bâtiment en bâtiment et prit également le soin de donner en main propre des bougies. Il organisa une méditation de groupe. « Merci beaucoup pour votre effort, messire Sircan », remercia un habitant. D'autres se confièrent à lui, et cela posa quelques problèmes pour amorcer une méditation de groupe. Les habitants étaient tellement secoués qu'il lui fallait trouver plusieurs solutions d'urgence. D'autres voulaient voir le prisonnier pour l'étriper sur place. « Calmez-vous, je vous prie. C'est pas vraiment pas ce genre de comportement
qui va réellement apaiser vos craintes et vous ramener Kubiya. C'est un deuil comme un autre. Il durera le temps qu'il faut. Mais il va falloir aussi apprendre à passer à autre chose. Mais une chose est sûre, les programmes de vie que l'on vous enseigne ne prônent pas la vengeance, remarqua-t-il de sa voix grave. L'adolescent ouvrit légèrement ses paupières. Il était encore étourdi à cause de la machine qui l'avait fait souffrir en voulant extirper sa mémoire. Il s'attendait à voir un lieu délavé. Il s'attendait à se retrouver dans une salle d'interrogatoire austère ou une cellule. Il se releva et analysa l'endroit. Il fut choqué de ce qu'il vit. Il était dans un endroit assez joli, assez sobre, mais rien d'austère. Il vit non loin de lui une personne. « Tu es réveillé ?» Taruki regarda le nouveau personnage. Il avait les cheveux en pétard et son expression était dure. « Je suis Gaishi, et je suis chargé de ta surveillance. »« Ah bon? Les gardes ne sont pas plutôt à l'extérieur ?» ?»« Non, répliqua-t-il avec dureté. Il y a un garde selon les besoins ici et des gardes dehors. Il y a aussi une alarme à la sortie. »« Impossible de s'enfuir de chez vous. »« N'y pense même pas, sale gamin. Tu es notre prisonnier et tu le restes. » Taruki repensa à cette fameuse formule d'activation. Où pouvait-elle être? C'est dommage que nous ne puissions pas nous occuper de toi tout de suite, à cause des priorités, confia-t-il d'un ton dur. On pouvait se trouver cette formule d'activation, dans un livre certainement. Cette arme appartenait à ce Kubiya. Il l'utilisait certainement pour la justice. Les lois. Avait-il caché cette formule dans la salle du trône, ou l'avait-il cachée dans un endroit secret? Taruki ne savait pas trop quoi penser. Qu'as-tu l'intention de me faire? Si ça ne tenait qu'à moi, je te rouerais de coups jusqu'à ta mort. Mais je n'en ai pas le droit, avoua Gaishi. Vous avez trop de problèmes depuis que j'ai tué votre roi adoré, titilla l'adolescent avec un large sourire. L'adolescent se prit un coup qui l'étala contre le mur. Il n'avait pas vu le coup cinglant partir. Il voyait la constellation dans ses yeux. Il se remit debout après quelques instants. « On se bat !» provoqua le prisonnier. « Grrr ! Tu ne peux rien faire. Faut essayer. » Taruki livra un combat contre son gardien. Ils se firent rouer de coups. Il n'arrivait pas à parer les coups de ce bonhomme musclé. Le match se termina de manière expéditive. L'adolescent avait des bleus en de multiples endroits. « Je t'avais prévenu, avertit Gaishu. Tu es balèze, tu es plus musclé que le zinzin bleu. Tu as mangé plus de viande que lui. »« Comment fais-tu pour être aussi stupide ?» demanda Gaishu. Lui aussi me faisait souvent la remarque. Tu es quand même plus drôle que lui. J'ai une tête à être drôle, râla l'homme musclé. C'est vrai que tu as des traits durs, mais tu n'es pas aussi méchant que lui. Comment fais-tu pour ne pas t'inquiéter de ton sort à venir? Tu es insouciant? Non, j'aime tellement m'amuser que je profite de chaque instant présent. C'est pour t'amuser que tu as tué notre maître? Lui, c'est parce qu'il m'a gravement atteint. Il a violé ma vie privée et m'a ridiculisé. C'est pire, il a juste eu ce qu'il mérite. Mais je n'ai pas encore tenu la promesse que je lui ai faite. Quelle promesse? De décimer tous ces êtres chers. Il se reçut un coup qui le fit décoller littéralement vers le plafond avant de joyeusement s'écraser sur le sol. Le coup l'avait assommé. Il vaut mieux que je me calme. Mais je ne suis d'aucune utilité ici. Il est beaucoup plus atteint que je ne le croyais.